Bonjour à tous, une nouvelle vidéo consacrée aux acteurs de l'exécution budgétaire. En effet, dans les vidéos à suivre, nous allons commencer à évoquer le rôle de ces acteurs au travers des responsabilités qu'ils doivent endosser à raison de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes. Il est donc nécessaire, en tout cas sous un aspect assez généraliste ici, d'envisager tout à la fois le rôle de l'ordonnateur, qui est au sein de l'administration celui qui dispose d'un pouvoir de décision en matière budgétaire, ordonnateur que vous connaissez bien, puisque globalement, on évoque les ministres, les préfets, on évoque au niveau de l'administration décentralisée les maires, on évoque également les directeurs d'établissements publics, qu'ils soient nationaux ou locaux, mais plus globalement, l'ensemble des personnes qui disposent par délégation d'une compétence sur le sujet. En effet, un ministre, un président d'université peuvent tout à fait déléguer leurs compétences en la matière. Et bien évidemment, cela rend plus peut-être difficile l'identification des responsables de l'exécution budgétaire, puisque autant pour, j'ai envie de dire, les têtes de pont, c'est assez facile d'identifier les acteurs, et en tout cas les ordonnateurs de cette exécution budgétaire, autant lorsqu'il y a délégation, eh bien tout dépend finalement du contenu de cette délégation, qui porte tout à la fois sur la matière et sur la durée, puisqu'on peut tout à fait envisager un maire, par exemple, qui délègue ses compétences à l'un de ses adjoints pour, par exemple, signer les marchés publics d'un montant inférieur, par exemple, à 3 000 euros. Cela suppose, lorsque le comptable public, deuxième acteur essentiel de ces opérations budgétaires, cela suppose de la part du comptable public d'effectuer un contrôle bien précis, puisque à partir du moment où l'ordonnateur lui aura donné l'ordre de payer, il ne devra payer qu'à partir du moment où il aura reçu l'ordre de payer de la personne compétente. Et pour vérifier cette compétence, eh bien, il doit s'assurer que l'ordonnateur a bien compétence sur le sujet au travers, alors, soit de son statut, de sa mission, s'il est ministre, s'il est effectivement maire, soit au regard de la délégation qui lui a été accordée par l'ordonnateur principal, et dans ce cas-là, effectivement, l'ordonnateur délégué devra avoir respecté l'ordre de délégation, la décision de délégation qui lui a été consentie. Voilà, les deux acteurs, l'ordonnateur d'un côté, le comptable public de l'autre, acteurs que vous retrouverez dans leur champ de compétences respectifs dans les vidéos consacrées à l'exécution des opérations de dépenses et à l'exécution des opérations de recettes, dont je vous fournis les références dans le commentaire en dessous de cette vidéo. Acteurs, ordonnateurs et comptables qui traduisent un principe essentiel que l'on étudie en droit de la comptabilité publique. Il s'agit du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Ce principe de séparation est le fondement du droit de la comptabilité publique, c'est-à-dire que c'est la base essentielle. On a imaginé cette règle de séparation des acteurs de l'exécution budgétaire pour limiter les risques de détournement de fonds publics, pour limiter les risques de corruption, de concussion. L'ensemble de ces éléments ont été mis en place depuis la Restauration. Les premiers textes qui commencent à évoquer cette séparation entre ces acteurs, entre l'ordonnateur d'une part et le comptable public de l'autre, datent effectivement de la Restauration, et ce sont ces règles que l'on retrouve dans les textes qui ont été adoptés successivement et que l'on retrouve notamment dans le GBCP, le fameux décret sur la gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre 2012. Alors bien évidemment ici il faut comprendre que cette règle de séparation peut parfois soulever des difficultés, en tout cas l'idée, si vous êtes fin juriste maintenant, vous le savez, on vous l'a appris depuis la première année, il y a à chaque fois dans les matières juridiques la règle de droit, mais à chaque règle de droit vous trouvez des exceptions. Et bien la matière financière n'y échappe pas, le droit public financier n'y échappe pas, puisqu'effectivement ici la règle c'est la séparation des ordonnateurs et des comptables, sauf que cette règle strictement appliquée peut occasionner des lourdeurs dans l'exécution, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de tempéraments ont été envisagés pour nuancer finalement l'application de cette règle. Alors, parmi les exemples que l'on peut citer, on peut évoquer les régies d'avance et les régies de recettes. Alors, régie d'avance pour les dépenses publiques, régie de recettes pour les recettes publiques. Il est question d'un agent public qui est désigné en tant que régisseur, qui n'a pas la qualité de comptable public, qui n'a pas non plus la qualité d'ordonnateur, mais qui va
pour certaines opérations données, identifiées dans l'acte créant la régie, une compétence qui lui sera reconnue sur le sujet. Prenons un exemple. Il peut exister par exemple une régie au sein d'une municipalité, un agent public qui sera habilité par exemple à recevoir les parents qui viennent acheter des effectivement tickets de cantine. Alors bien sûr aujourd'hui tout cela est plus ou moins dématérialisé, mais en tout cas vous pouvez avoir au sein de l'administration un agent dédié qui, à la place du comptable, va réaliser un certain nombre d'opérations dont il devra rendre compte à l'agent comptable. En tout cas, un régisseur que l'on peut rencontrer, je vous donne un autre exemple, prenons l'exemple de la Cour des comptes. La Cour des comptes, au sein de laquelle il existe une régie par exemple vers laquelle vous pouvez vous tourner pour acheter un certain nombre de souvenirs de la Cour des comptes, un stylo, une clé USB, etc. Et pour vous en porter acquéreur, eh bien, vous allez pouvoir effectivement réaliser votre opération de paiement si vous êtes physiquement présent au sein de la Cour des comptes auprès de la personne qui a été reconnue, à laquelle on a reconnu la qualité de régisseur. Ces régisseurs, on en trouve en recettes, en dépenses. Comme je viens d'indiquer, ils dénotent par rapport au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Ils sont autorisés à manier de l'argent public, alors même qu'ils ne sont pas comptables publics, mais ils doivent effectivement en expliquer l'emploi auprès de l'agent comptable concerné. Autre tempérament apporté au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, le paiement sans ordonnancement préalable. Là, bien évidemment, cela suppose que vous fassiez un détour par la vidéo consacrée à l'exécution des opérations de dépenses, aux modalités d'exécution de l'opération de dépenses. On va y constater la répartition des compétences entre l'ordonnateur d'une part et le comptable public d'autre part. Et on va constater que pour certaines opérations, eh bien, le comptable peut ne pas attendre l'ordre de payer que devrait lui donner l'ordonnateur. C'est notamment le cas, par exemple, pour les opérations de paiement des traitements des fonctionnaires. Il faut comprendre que le traitement des fonctionnaires, c'est quelque chose d'assez basique, en tout cas en termes d'exécution comptable. Hormis si l'agent public a fait grève, eh bien, j'ai envie de vous dire, d'un mois sur l'autre, il n'y a pas véritablement de surprise dans le traitement à payer à l'agent public. Et c'est ce qui explique qu'en la matière, le paiement des traitements des fonctionnaires, des agents publics en général, peut s'opérer sans même attendre l'ordre donné par l'ordonnateur au comptable de réaliser cette opération de dépense. Il s'agit donc ici en l'occurrence de ces opérations pour lesquelles un paiement sans ordonnancement préalable est autorisé. Ce sont bien évidemment les textes qui identifient, un texte réglementaire qui vient identifier les opérations de dépense pour lesquelles le comptable public peut ne pas attendre l'ordre de paiement donné par l'ordonnateur. Autre tempérament à apporter, alors assez récent, puisque dans le cadre de la mise en œuvre de la LOLF, un certain nombre de mesures ont été prises pour assouplir encore l'exécution des opérations de dépenses. Il faut comprendre que l'exécution des opérations de dépenses peut prendre parfois, si on respecte les différentes étapes que vous avez pu découvrir avec la vidéo concernée, peut parfois prendre un temps certain, en tout cas décourager même certaines entreprises de contracter avec l'administration. J'ai le souvenir d'une entreprise située sur la région lilloise qui avait fourni le ministère de la Défense en clairon et qui 2 ans après n'avait toujours pas été payé par le ministère de la Défense. Voilà, l'une des problématiques, la lourdeur des procédures comptables qui peut parfois conduire l'administration à différer d'autant les règlements de ces dépenses et susciter des difficultés de trésorerie, voire conduire certaines entreprises à quasiment mettre la clé sous le paillasson dès lors qu'elles ne parviennent pas à obtenir le paiement de ce qui leur est dû. Alors parmi ces mesures qui ont été mises en place pour finalement assouplir tout cela, raccourcir les délais de paiement, on a notamment un dispositif d'agence comptable qui a été mis en place qui permettent finalement à l'agent comptable d'être informé de l'arrivée par exemple d'une facture présentée par une entreprise dès le moment où elle arrive dans le service administratif, alors que pendant longtemps cette facture empruntée finalement
finalement un biais, puisqu'elle était adressée, si on prend l'exemple de la mairie, elle était adressée au service de l'ordonnateur avant d'être transmise au service comptable. L'idée effectivement c'est finalement d'avoir un guichet unique, un service unique qui va centraliser toutes les opérations sans avoir à repasser par les services de l'ordonnateur, et que finalement l'agent comptable, qui je vous le rappelle est un agent de l'État, même pour une mairie, c'est un agent de l'État encore aujourd'hui, même si on verra ça en cours de contentieux financier. Ce principe fait l'objet de nombreuses discussions depuis quelques mois maintenant, et la question s'est posée de faire en sorte que, au niveau local notamment, les agents comptables ne soient plus des agents de l'État, mais soient des agents dépendants de l'administration locale. À suivre ici en cours de contentieux financier, il n'est pas forcément utile de s'appesantir dans le cours de licence. Néanmoins ici comprendre que de manière à assouplir cette règle de séparation des ordonnateurs et des comptables, il est possible effectivement de court-circuiter finalement l'exécution de l'opération des dépenses et d'arriver directement à la case paiement en adressant directement la facture, non pas au service de l'ordonnateur mais directement au service comptable. C'est la raison d'être effectivement de ces agences comptables intégrées dont on a envisagé la création au niveau de différentes administrations. Alors voilà, pour une approche au niveau de ces acteurs, comprendre que pour l'instant, encore actuellement, ce principe de séparation des ordonnateurs et des comptables constitue l'essentiel d'un cours de droit de la comptabilité publique, que des tempéraments y ont été apportés, mais que pour nous, effectivement, dans la suite du cours de ces séances consacrées au droit public financier, la perspective, c'est surtout ici d'envisager en quoi et l'ordonnateur et le comptable vont devoir rendre des comptes sur l'emploi fait des fonds publics qui sont à leur disposition. C'est là bien évidemment l'intérêt d'un cours de droit public financier mené jusqu'à son terme, c'est-à-dire d'envisager, alors que des agents disposent de fonds publics issus pour l'essentiel de l'impôt et donc des citoyens français, que ce soit des ménages ou des entreprises, eh bien garantir le bon emploi de ces fonds publics, et il faut le garantir au niveau de ces acteurs que sont les ordonnateurs et les comptables qui à un moment donné vont nécessairement devoir rendre des comptes sur l'emploi qu'ils ont fait de cet argent. Les vidéos à suivre vont commencer à vous mettre un petit peu le pied à l'étrier sur le sujet, mais bien évidemment ce sera un essentiel du cours de contentieux financier que vous pouvez trouver également sur cette chaîne YouTube. Voilà, à suivre donc sur les tenants et les aboutissants au niveau de ces acteurs de l'exécution publique en termes de responsabilité.